Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Bienvenue sur Belgocam 21 TV. Ce soir, nous avons une analyse particulière sur les faits qui se sont déroulés à Bruxelles, notamment au Claridge et à la sortie du ministre Nounouna Fotso de son hôtel lorsqu'il rentrait pour le Cameroun. Pour analyser et décrypter tous ces faits, je suis accompagné de Monsieur Etoga. Monsieur Etoga, bonsoir. Bonsoir et merci de l'invitation. Nous avons vécu une épilogue de terreur sans précédent par la basse, dans la brigade dénommée Anti-Sardina, qui a appliqué sa méthode de démocratie, sa méthode de diplomatie, qui est propre à son organisation. Monsieur Etoga m'accompagne ce soir pour analyser et décrypter la teneur des actes posés par la basse. Monsieur Toga, pour commencer, la basse est un collectif de la diaspora camerounaise opposée au régime de Paul Biya et à ses soutiens également. Elle est créée en 2018. Est-ce que la BAS, dans son mode de fonctionnement, est légitime ou elle est classée dans la catégorie des organismes qui sèment la terreur ou encore une branche terroriste? Déjà, je vous remercie de mettre sur la table cette thématique qui, à mon sens, a tout son pendant sur la scène politique camerounaise. Là-bas se veut, si on doit lire les informations qu'ils ont eux-mêmes publiées sur Wikipédia, se veut un mouvement apolitique. Et elle est née, comme vous le dites si bien, en 2018. Maintenant, c'est la basse France. Vous savez bien qu'il y a basse USA, il y a basse Belgique, il y a basse Inde, il y a basse Cameroun, il y a basse Côte d'Ivoire, il y a basse et j'en passe. Partout où les citoyens camerounais se trouvent, on est susceptible d'avoir une certaine basse. Parce que son idéologie, qui regroupe, n'est-ce pas, les Camerounais qui n'ont plus en odeur de sainteté le gouvernement et le pouvoir en place, sont enclin à entrer dans la mouvance de ce qu'on appelle aujourd'hui la brigade anti-Sardina. Et donc, c'est la basse France qui a pignon sur rue. Mais sauf que dans l'architecture organisationnelle de cette structure qu'on pourrait aujourd'hui qualifier de terroriste, elle travaille dans le sens où l'argument fondamental de sa structure n'est que la terreur. Vous voyez ici que elle a pignon sur rue dans les violences, très souvent, le plus souvent, j'ai envie de dire, les violences vis-à-vis des artistes, les violences vis-à-vis des personnes qui sont, pour le moins, en amitié avec les idéaux que prône le président de la République, du moins ceux qui sont en appartenance organisationnelle, j'ai envie de parler du RDPC. Et donc, il considère que le Camerounais, dans sa totalité, ne peut plus, au regard de ce qu'il a vécu sous le régime du président de la République, Paul Biya, ne peut plus être en accord avec, n'est-ce pas, cette formation politique-là. Et donc, la base vient le lui rappeler, vient ici comme celui-là, elle se présente comme étant celle qui va venir sauver les mentalités camerounaises parce que le RDPC, 42 ans de pouvoir, nous a assombris. Mais comment est-ce qu'elle le fait? La méthode, elle est toute simple, la terreur. Donc, si aujourd'hui le discours que je tiens arrive aux oreilles de la basse, il n'y aura pas une contradiction en termes de riposte idéologique, de riposte argumentative. C'est comme si on leur enlevait une cervelle et on a juste laissé à la place les bras musclés. Or, la mouvance démocratique qu'ils se réclament, j'ai envie de dire qu'ils se réclament, voudrait que on apporte une certaine critique à la manière de fonctionner de ces individus qui sont en marge de ce qui se voudrait une réelle démocratie. Ils sont tout à fait en marge. Ils se retrouvent dans la terreur, dans le musellement, dans ce que le professeur Eric Mathias Owonangeni qualifie d'ethnofascisme idéologique et conceptuel, parce que si vous estimez que le président de la République
a quelque peu mis les bases d'un développement certain du Cameroun, la Mhm. base viendrait vous dire que vous êtes un, euh, une personne qui ne réfléchit pas, qui vient vous imposer, n'est-ce pas, une certaine idéologie comme quoi il n'y a qu'un seul leader qui doit, n'est-ce pas, sauver le Cameroun. Il Mhm. parle en termes de sauver le Cameroun. Et pour sauver le Cameroun, il faut y rappeler la méthode ici, c'est la méthode de la violence. On ne peut que passer par cette violence-là, selon eux, pour sauver le Cameroun. Les motivations et les objectifs sont flous parfois. C'est le boycott de la culture ou encore le boycott des hommes politiques et des hommes d'État. Quels sont les objectifs principaux de cette action de la base menée au sein du territoire européen? Déjà, l'objectif Mhm. simple et dévoilé d'ailleurs. Je dois aussi rappeler que la BAS, dans son mode de fonctionnement, vous avez rappelé le boycott, vous avez rappelé euh, un ensemble de choses qui, ma foi, sont vérifiables. Mais je dois Mhm. aussi dire que, par exemple, à une de leurs réunions, pas plus loin que ici, toujours en Occident, mais plutôt à Mhm. Munich, ils ont tenu une réunion en 2018-2019, cette période-là, en soutien avec ce qu'ils appellent aujourd'hui les amis en base. Et donc, vous voyez ici que la base n'est plus dans une revendication qui voudrait voir un changement au Cameroun. Mhm. Elle devient un allié à la sécession au niveau du Cameroun. De ce point de vue, sont-ils considérés comme des amis du Cameroun ou alors ceux qui veulent voir l'éclatement du Cameroun dans sa Mhm. totalité? Et si on considère qu'ils ont un comportement qui adoube le fonctionnement d'un certain parti politique au Mhm. Cameroun, on voit bien le rapprochement et on fait le lien, à savoir que le MRC a toujours nié son, n'est-ce pas, Mhm. son adoubement au sein de la base, mais sauf que quand on fait du puzzle, on se Mhm. rend à l'évidence que c'est MRC qu'on va lire, qu'on a fini Mhm. de résoudre l'énigme. Et donc ici, cette alliance-là naît du fait que vous avez un certain monsieur qu'on appelle le fils du planteur qui a pris, n'est-ce pas, Mhm. la présidence de la basse France aujourd'hui en remplaçant, du moins, s'il montre un Mhm. peu comment la démocratie se fait au sein de leur mouvement Mhm. terroriste, moi j'ai envie de dire. Euh, Ils ont hum, magnifié, n'est-ce pas, un certain changement, à savoir qu'aujourd'hui, si Mhm. on essaye d'identifier le président de la base, on va parler d'un certain fils du planteur, c'est comme ça on l'appelle sur les réseaux sociaux, qui lui n'est pas tendre dans sa Mhm. posture, n'est-ce pas, de gouvernant. Il est plutôt Vatanguer, c'est lui qui avait rappelé qu'il faille, n'est-ce pas, aujourd'hui, cotiser de l'argent pour envoyer à celui qu'ils appellent Phil Marshall, Mhm. un, un, un terroriste que l'armée camerounaise a neutralisé aujourd'hui. Et donc, ils ont déjà en 2018 Mhm. mobilisé des fonds pour envoyer à un lugubre personnage qui milite, qui lutte pour la sécession, qui lutte pour la division, qui lutte pour la séparation du pays Mhm. en termes de francophones anglophones. Et donc aujourd'hui, vous avez cette mouvance idéologique terroriste qui voudrait, n'est-ce pas, avoir pignon sur eux sur la scène politique camerounaise. Se revendiquant comme étant un mouvement apolitique, on est en droit de s'interroger sur les agissements de cette organisation sur les questions de politique Mhm. générale au niveau du Cameroun. Il est vrai qu'ils recherchent tous le changement, mais un changement qui milite pour la séparation, qui milite pour la division, qui milite Mhm. pour, n'est-ce pas, cotisation qui va vers le sens de connaître encore davantage des personnages, des meurtres de la trempe de Florence Ayafor, Mhm. on a en droit de s'interroger sur la pertinence de l'existence de cette structure. Et donc, ma foi, euh, cette structure qu'on appelle base, qui n'est pas que basée en Mhm. France, qui trouve ses métastases comme une pieuvre un peu partout où le Camerounais existe et qui est en nous, qui onnie, n'est-ce pas, Mhm. l'existence de la gouvernance du président de la République. Cette base-là est, n'est-ce pas, un, un élément fondamental sur lequel la diplomatie camerounaise va travailler. Si ce n'est pas le cas, comme on a été laxiste jusqu'à aujourd'hui, je crois qu'on ne va qu'avoir nos yeux pour pleurer parce que les leaders
d'aujourd'hui, ce ne sont plus les Kemta, ce ne sont plus les Kamala Panther, mais c'est un fils du planteur qui, lui, en 2018, rappelait déjà qu'il faille déjà cotiser pour acheter des armes et l'envoyer sur le territoire. Et donc, si on prend, n'est-ce pas, ces propos-là à la légère, je doute fort que le Cameroun continue à avoir une certaine accalmie ou alors une relation amicale entre Camerounais parce que le discours, il est dans une pente rude qui, à la rencontre d'un esprit moins éclairé, la radicalisation n'est pas si loin. Et donc, radicaliser l'esprit du Camerounais avant l'approche des élections n'est que la mission qui se sont fixées jusqu'aujourd'hui. Et il faille, n'est-ce pas, mener le boycott des artistes comme ça avait été le cas. Il faille mener le boycott des personnes qui sont en amitié avec l'idéologie du président de la République. Il faille boycotter les institutions. Il faille mettre en berne le drapeau national. Il faille diviser le Cameroun. Et s'il y a division du Cameroun, s'il y a renversement du pouvoir de Yaoundé qui passe par le truchement, naturellement, de la division ipso facto du Cameroun, je pense que la base aura accompli sa mission. Et là, la question devient qui roule la base. On en reviendra. Quelle est votre opinion sur l'ouvrage Paul Biya et la jeunesse hier, aujourd'hui et demain, présenté par le ministre de la Jeunesse dans le but d'un réarmement moral et civique, l'entrepreneuriat jeune et l'entrepreneuriat jeune. Ce livre reflète finalement, est-ce que ce livre reflète finalement la réalité de la jeunesse camerounaise? Je ne m'aventurerai pas dans la profondeur, dans le contenu du livre. J'ai lu quelques bribes, n'est-ce pas, de ce que son éditeur a eu à pondre sur ces différentes plateformes, et je m'en tiendrai là pour donner une certaine lecture prospective sur ce que je vois ou j'entrevois de ce livre. Je dois dire que le ministre Mounouna Fotso, dans ce livre, il a dégagé, n'est-ce pas, si je ne m'abuse, 3 axes majeurs. Et donc, moi, j'en ai retenu, je pense, 2. Il y a, n'est-ce pas, d'ailleurs, c'est l'élément fondamental sur lequel s'appuie la rédaction de ce livre-là, c'est l'ensemble des discours du 11 février que le président de la République adresse à la nation. Et donc, c'est une date historique, c'est un marqueur périodique, comme on pourrait le qualifier en histoire. Donc, la périodicité de ce livre-là, qui le place dans une certaine temporalité analytique, ma foi, est fondée. Parce qu'à ce moment-là, on qualifie l'acte historique du président de la République qui donne un discours à l'adresse à la nation. Et donc, c'est toute une politique que le président de la République met en branle, c'est toute un aveu, ça peut être un aveu d'échec que le président de la République essaye aussi de partager avec la jeunesse qui est le fer de lance de la nation, comme lui-même aime à le dire. Et donc, le ministre Mounouna Fotso, dans ce livre, essaye, préfacé d'ailleurs par le docteur ministre Bidoupat, le livre retrace, n'est-ce pas, le quarantenaire présidentiel du président de la République Paul Biya, qui, en 40 ans, a donné à voir, n'est-ce pas, l'évolution, non pas que idéologique, mais aussi pragmatique de sa politique vis-à-vis de la jeunesse. Et en cela, il a mis à la tête d'un certain ministère de la jeunesse des hommes de poing, en l'occurrence ici le ministre Mounouna Fotso, qui lui, à ce poste-là, essaye de mettre en lumière, en pratique, n'est-ce pas, les différentes politiques que le président de la République a eu à édicter. En l'occurrence, ici, on parle, n'est-ce pas, si je me réfère à ce qu'il a édicté en 2018, c'est-à-dire le plan triennal spécial jeune qui est la touche, n'est-ce pas, en termes de mise en pratique du ministre Mounouna Fotso. Et donc, ce livre-là retrace, n'est-ce pas, l'évolution du discours présidentiel pendant les 40 ans de gouvernement. Au-delà de ça, le livre est rédigé dans un français herméneutique, j'ai envie de dire, parce qu'il n'est pas, de mon point de vue, accessible à tous. Il est, n'est-ce pas, embrigadé, cloisonné dans un style qui, n'est-ce pas, écarte la jeunesse
qui écarte la jeunesse, qui délaisse, j'ai envie de dire, la jeunesse, parce que cette jeunesse de 16, de 15, 16, 17, 18, qui n'ont pas encore les outils nécessaires pour mener une telle réflexion en termes de lecture académique. Et donc le livre exclut naturellement cette jeunesse-là. Et on s'interroge à soi que est-ce que le ministre, lui, ministre de la jeunesse, n'a pas cru bon de tenir un langage plutôt jeune qui s'adresse à une population cible qui est la jeunesse pour adresser, n'est-ce pas, une réponse à la politique que le président de la République a essayé de mettre en place durant ces 40 années. C'est l'une des critiques que je peux apporter à ce livre du ministre. Au-delà de ça, le pendant le plus important, c'est, n'est-ce pas, le côté plutôt affable, le côté plutôt humaniste, le côté plutôt présentiel. C'est le professeur Obenga qui parlait de présentisme. Donc, dans ce livre-là, on a une espèce de présentisme du président de la République aux côtés de la jeunesse. Le président qui se veut aux côtés d'une jeunesse qui rêve, qui innove, le président qui apporte les éléments nécessaires à cette jeunesse-là qui essaie d'innover. Et donc, on voyait que le ministre, par ce cadeau qu'il offre à la jeunesse, qui retrace, n'est-ce pas, le parcours du président de la République en termes de politique vis-à-vis de la jeunesse, n'est qu'un livre qui, ma foi, aura quelque chose à apporter pendant ces élections, puisque la jeunesse, c'est celle-là qui va voter. Justement, ce livre aussi est venu appuyer la présentation des projets, des 22 niches à projets à financement, d'appel à projets pour l'entrepreneuriat jeune. Et le groupe terroriste, la BAS, a décidé qu'on ne pouvait pas présenter aux jeunes des niches de financement pour leurs projets. Sans vouloir partager cet agissement de la BAS, je dirais tout simplement que la lecture évolutive qu'on pourrait faire de l'émergence de la BAS dans la scène politico-administrative camerounaise, mon point de vue donne des sueurs froides. Parce qu'ils ont commencé à boycotter, n'est-ce pas, les artistes. On est resté bouche cousue. Ils ont traqué, on dirait un animal, le président de la République. On est resté bouche cousue. Ils sont allés jusqu'à entrer dans l'intimité du président de la République. On est resté bouche cousue. Ils ont commis des frasques. On est resté bouche cousue. Elle s'habille que quand le Cameroun se sentant attaqué par son président de la République, on a en droit de ne rien faire. Est-ce au regard de la posture du président de la République qui, pour lui, le silence est communication, le silence est conseil, le silence est ce qui donne réponse à l'abrutissement qui se fait face aux agissements de ce que la base pose comme action. Et donc l'action de la base n'est que abrutissant, n'est que des actes posés par des personnes irréfléchies. Et donc le silence en réponse à du moins, à une once de quelque chose de réfléchi. Or, nous sommes dans un État, ce ne sont pas les relations individuelles. La relation que la base essaye d'entretenir ici, c'est une relation qui se veut entre gouvernement et organisation qui est en contradiction avec ce que le gouvernement propose et qui passe naturellement par la violence. On a commencé par attaquer le chef de ce gouvernement. Il n'y a pas eu réaction. On est descendu, j'ai pas envie de rentrer dans les considérations de tribalisme. Il y a certains ministres qui voyagent et qui ne se sentent pas attaqués, comme c'est le cas avec le ministre Mounouna Fotso. Et donc aussi, vous voyez que même le choix des personnes qu'on attaque est problématique. Et donc, on est en droit de s'interroger pour qui roule la base, qui finance cette structure au point où elle ne peut aucunement mener une action tous azimuts au regard des personnes qui sont dans le gouvernement. Si on prend en lecture, n'est-ce pas, sa posture idéologique, c'est-à-dire
être en contradiction avec le gouvernement de Yaoundé et donc la politique du président de la République. Et donc, on voit bien qu'il y a certains ministres qui voyagent et qui ne sont aucunement menacés. Et on voit bien qu'il y a euh, certains éléments du Sénat qui voyagent et qui ne sont pas menacés. Il y a des chefs qui sont en amitié avec le pouvoir de Yaoundé, qui voyagent et qui ne sont pas menacés. Mais d'où vient-il que des actions sont menées à l'endroit de certains et pas à à l'endroit l'endroit des des autres? autres? Et donc ici, il y a un choix qu'on pourrait questionner. Et c'est d'ailleurs le professeur Mathias Errico Bonanguini qui le fait de façon plutôt objective, j'ai envie de dire, et qui est arrivé à la conclusion que la BAS, c'est une organisation ethno-fasciste. Ethno-fasciste dans la mesure où, et si moi, dans mes échanges avec le professeur, j'essayais de lui faire comprendre que le tribalisme, c'est quelque chose d'abord d'individuel, que chaque individu a accepté porter des germes du tribalisme en lui, de par déjà sa configuration familiale, de par son éducation au sein de la famille. Si vous avez un père tribaliste, naturellement, vous allez adopter une éducation qui tourne autour du tribalisme. Vous allez hériter les tares de vos parents. Et donc, j'essayais déjà de lui faire comprendre au professeur que le tribalisme doit être quelque chose de lutter individuellement. Que nous devons travailler non pas pour faire plaisir à l'autre, mais travailler dans le sens de l'acceptation de l'autre, en tuant la perception de l'idée. Alors, le tribalisme est une perception que nous avons et que nous devons pas, lutter contre. Cela passe par l'éducation naturelle. Et dans le prolongement de ce que pourrait produire le tribalisme, c'est l'ethnofascisme. L'ethnofascisme qui est le rejet de l'autre, la non-acceptation de la différence, la violence vis-à-vis, n'est-ce pas, des personnes qui ne pensent pas comme nous. Nous sommes dans une idéologie fascisante, nous sommes dans une terreur, nous sommes dans le terrorisme idéologique, nous sommes dans ce qu'on aurait constaté dans les années 1939, 1940 avec le fascisme et des acteurs tels que Mussolini et Hitler. Et c'est ce que nous vivons aujourd'hui au Cameroun avec les organisations telles que la BAS. Et donc vous voyez ici que ils ne sont pas forcément dans l'établissement de quelque chose d'idéal. Ils sont plutôt dans la survivance d'une idéologie qui est réductrice en termes de construction d'unité nationale. Quand on regarde les différentes personnalités qui sont attaquées, on évite une certaine communauté. Mon discours ici ne doit pas être interprété dans le sens où j'essaye, n'est-ce pas, de défendre quoi que ce soit, mais je constate juste qu'une certaine communauté n'est aucunement attaquée au détriment des autres. Justement, analysons la base proteste. Comment analysez-vous le choix des méthodes de la base? Est-ce que cela impacte la politique intérieure et extérieure du Cameroun? Naturellement, elle impacte déjà non pas que la politique intérieure et extérieure du Cameroun, elle impacte l'évolution du citoyen lambda. Quand je parle du citoyen lambda, je parle de notre jeunesse. C'est le ministre de la jeunesse qui s'est déplacé et c'est la jeunesse qui a été attaquée au travers de son leader qui gère le ministère destiné à la jeunesse. Elle attaque la jeunesse dans le sens où elle essaye de mouler la réflexion de cette jeunesse-là selon une orientation qui, ma foi, n'est pas en droite ligne avec un État démocratique. Comment promouvoir la violence? Comment promouvoir une idéologie qui fragilise l'existence de l'État? Comment promouvoir la non-existence de l'État? Et par ricochet, militer pour que les héros nationaux soient salués. Ceux-là même qui ont milité pour l'existence de l'État Cameroun, ceux-là qui ont milité pour la pleine indépendance du Cameroun, ceux-là qui ont milité pour la réunification du Cameroun. Or, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on constate? La base cotise, je l'ai rappelé d'ailleurs, pour promouvoir la sécession au Cameroun, pour promouvoir la division au Cameroun, pour promouvoir
la non-acceptation. Mais il n'y a pas un plan politique derrière. Je doute fort qu'il y ait un plan politique. Je crois qu'ils sont dans la négation des frustrations qu'ils ont connues dans leur vie individuelle. J'ai envie de dire, Gaston, c'est Gustave Le Bon, qui nous disait que la foule ne réfléchit pas. Et de ce que je constate de la base, c'est une foule qui a été dépossédée de toute raison, qui obéit à l'émotion, qui obéit non pas à l'élévation de l'esprit, mais plutôt à la matraque, c'est-à-dire au fouet. Et donc, une seule motivation et une seule raison valable, la terreur. Justement, la seule raison d'être de la base, c'est l'application de la terreur vis-à-vis de ceux qui ne pensent pas comme eux, vis-à-vis de ceux qui ont refusé d'être dépossédés de ce qu'ils ont cher, c'est-à-dire la raison. Et donc, la base, pour appartenir à la base, il faut être dépossédé de sa raison. Il faut être limité en termes de réflexion. Il faut apporter quelque chose qui concourt non pas seulement, non pas que à l'élévation du Cameroun, il faut plutôt apporter quelque chose qui fragilise l'émergence du Cameroun qui se veut plutôt prospère. Et donc, leurs agissements déteignent sur cette jeunesse-là qui voit une autre manière de mener la politique qui est en contradiction avec ce que le président de la République nous a proposé jusqu'ici, c'est-à-dire la non-violence, l'acceptation des points de vue des uns et des autres, l'émission de son propre point de vue de façon claire dans un débat plutôt apaisé. Et c'est cela qu'est, n'est-ce pas, véritablement un climat démocratique. Or, ce que on nous propose, à contrario, avec l'émergence d'une base terrorisante, c'est plutôt la terreur, c'est plutôt la négation même de sa propre parole. Et c'est vous qui me rappelez déjà qu'ils ne s'attaquent pas que aux politiciens, ils attaquent déjà la presse libre. S'attaquer à la presse libre, c'est s'attaquer à l'existence de la démocratie. Or, la base aimerait bien s'exprimer. Et si elle s'exprime naturellement, c'est dans les médias qui sont en acquaintance avec son idéologie. Et donc, on retrouve ici que ce que le professeur Mathias Korunangi a démystifié avec maestria. Nous sommes dans un cheminement ethnofasciste qui veut la promotion d'une seule idéologie, dans le cloisonnement idéologique, dans le cloisonnement de l'intellect. Et si on touche déjà à la jeunesse qui doit être moulée à cette sauce-là, on voit bien que le Cameroun n'aura pas que une politique générale qui sera plutôt fragilisée, et même sa politique externe sera fragilisée parce que c'est le coup d'État qui est en train de se passer au sein même du Cameroun. Parce que la population ne va plus que écouter les personnes qui viennent de l'extérieur au travers d'un argument fondamental qui n'est rien d'autre que la terreur. C'est eux qui le rappelaient d'ailleurs, j'ai envie de paraphraser ici le président, si ce n'est le président actuel, le fils du planteur. L'équilibre de la terreur, c'est la terreur. Il disait déjà cette phrase-là à Munich quand il cotisait les armes, cotisait de l'argent pour acheter les armes et les envoyer au nord-ouest et au sud-ouest. Vous voyez que le Cameroun, dans sa globalité, au regard du caractère tempéré du président de la République, qui ne voit que des solutions et non des problèmes, voit encore en ces jeunes égarés, c'est lui qui le disait, quelque chose de fondamental parce qu'ils sont aussi l'avenir du Cameroun et il faille faire avec. Le ministre de l'administration territoriale est sorti nous faire un point de presse qui rappelle que on ne peut pas vous servir de la nourriture dans une assiette et vous décider de manger votre propre nourriture à même le sol. Il faut assumer les responsabilités que vous avez vous-même choisies, vous les leaders politiques. Et donc, c'est le lieu de rappeler, si il faille encore le faire, que le président Kamto du MRC doit, n'est-ce pas, nous dire comment est-ce qu'il sera candidat, parce que 7 ans à nourrir cette idée-là, pour enlever ne fût-ce qu'une once, pour implanter une once de doute
dans la tête de ses affidés aujourd'hui qui le voient en président, non pas en candidat, mais en président, s'il arrivait que sa candidature ne passa pas, que se passera-t-il? La déportation de la terreur sur le champ politique camerounais n'est rien d'autre qu'une évidence qui se fera. Mais sur le plan politique, la base a-t-elle des aspirations en politique ou a-t-elle un soutien politique tapis dans l'ombre? Son soutien est affiché, elle ne se cache pas, la base ne se cache pas à dire qu'elle apporte son soutien mordicus au président Maurice Kamto, qui pour eux est le leader politique qui apportera développement, qui apportera lumière, qui apportera satisfaction à l'ensemble des besoins du Cameroun. C'est lui qui va apporter, n'est-ce pas, le salut, si on veut parler dans un style un peu messianique. Et donc, le salut ne peut que passer par l'arrivée du Messie à la tête de l'État Cameroun. Et le Messie ici n'est rien d'autre que le président Maurice, le professeur Maurice Kamto. Selon les affiliés de la base ou de MRC? Selon les affiliés de la base qui sont, moi je peux m'aventurer parce que j'essaye un peu de démystifier leur comportement numérique, dans la mesure où ils sont en plein dans la définition stratégique de comment le MRC doit prendre le pouvoir. Et donc, ils sont en acquaintance idéologique déjà avec cette formation politique-là. Et ils militent, ils travaillent, n'est-ce pas, pour que cette formation politique arrive au pouvoir. Et donc, porter en amitié, là n'est pas le problème, mais dénier, n'est-ce pas, toute velléité qui apporte une certaine contradiction à votre formation politique et à votre idéal politique, opposer à cela, à cette contradiction-là, la terreur, l'ethnofascisme, c'est ce qui est dommageable. Et c'est ce que le professeur Mathias Rico-Bounangini condamne en termes d'ethnofascisme. Et donc moi, ici, là, je constate simplement que le MRC est accompagné par les personnages lugubres de la base qui ne voient pas le Cameroun dans sa totalité, dans sa pleine souveraineté, mais qui voient le Cameroun selon un prisme qui colonise une fois encore le Cameroun. Ils n'ont pas lu naturellement ce magnifique ouvrage de Monnaie, servitude et liberté de Tudian Poemi qui essayait de dire que le Cameroun doit se libérer économiquement. Avant de se libérer économiquement, il aurait fallu d'abord se libérer militairement. Et donc le Cameroun doit d'abord faire la guerre, non pas pour dire qu'il faut avaliser la terreur de ce que nous propose la base. Il faille plutôt que les forces convergent vers la libération totale du Cameroun pour que les pleurs que nous avons aujourd'hui au sein de la base et des personnes qui ne voient plus en le président une quelconque capacité à gouverner, il faille apporter une oreille contradictoire qui milite pour la pleine indépendance aujourd'hui, puisque l'indépendance militaire est acquise. Il faut aujourd'hui l'indépendance économique, mais ce n'est pas à travers ce que la base nous propose. Ce n'est pas à travers la terreur, mais quelles sont les initiatives qui pourraient être engagées pour établir un dialogue consultatif avec la diaspora, notamment ceux qui expriment leur mécontentement? Je doute fort qu'on ait, des espaces de dialogue avec cette organisation. Vous savez, ils sont arrivés à un point où le citoyen camerounais se refuse de parler. Le citoyen camerounais se cantonne à observer. Le citoyen camerounais acquiesce sans le vouloir la terreur qui se passe. Et arrivé à ce point, c'est l'élément important sur lequel ils vont appuyer leur analyse et dire qu'ils sont en train de gagner du terrain. Dans la perception du Camerounais lambda quant à
l'évolution de leur idéologie sur la scène politique camerounaise. Ce n'est pas aujourd'hui qu'ils ont déjà tenté d'apporter la terreur sur le territoire camerounais. Mais cette année 2025, avec la non-élection du président Maurice Kamto, parce que aux récentes analyses, il ne peut aucunement être candidat. Et donc, s'ils ont travaillé 7 ans durant à inculquer, à implanter l'idée selon laquelle le président Maurice Kamto sera candidat et donc président, et que nous arrivons au soir d'octobre, qu'il n'est même pas candidat. Il n'est même pas candidat. Est-ce que les affidés de cette formation politique-là, y compris, n'est-ce pas, son démembrement militaire, va prendre acte et se dire que nous sommes en pleine démocratie? On nous a servi la nourriture dans l'assiette, nous avons décidé de manger par terre. À nous d'assumer. Je doute fort que cela se passe parce qu'ils sont préparés à en découdre. Ils sont préparés à en découdre, non pas parce qu'ils refusent le dialogue. Le dialogue avec ceux qui portent une oreille attentive à leurs desiderata et qui convergent dans la négociation vers leurs desiderata. Si vous venez pour discuter avec la base et dire que le gouvernement de Yaoundé est bon, vous ne serez pas écouté et vous serez éjecté de la salle. Mais si vous venez pour dire que le gouvernement de Yaoundé n'est pas bon, il doit être chassé. Vous savez, nous avons parlé de la théorie du chassement et du changement dans l'une de nos émissions. Vous voyez que nous sommes en pleine application de cela. Et je faisais déjà rappeler que le choix du terme chassement concourt vers l'application d'une méthode qui se veut plutôt violente. Et c'est un peu vers cela que la base nous mène, vers le chassement qui ne se veut que violent. On mène des actions de terreur, de violence, et j'en passe. Et donc, le ministre Maurice Kamto, au travers de son mouvement politique et de ses affidés au niveau international, doivent nous garantir que nous aurons la paix, nous qui n'aspirons pas à avoir un climat de terreur au sein du Cameroun et en dehors. J'aimerais bien, au sortir de cette émission, marcher dans la rue sans toutefois me faire fariner, sans toutefois me faire une omelette sur la tête. Et donc, je suis en droit de dire que la parole que nous a conférée le président de la République nous est retirée. Et donc, on ne peut que attendre de voir les agissements de la base et du MRC pour un avenir qui se veut, au regard de leurs agissements sombres pour le Cameroun. D'accord, nous avons vécu des événements tristes et malheureux, puisque son Excellence Daniel Evina Abe, dans la course, a également été atteint physiquement. Ce sont des événements, c'est un acte déplorable, parce que l'ambassadeur du Cameroun à Bruxelles est un homme qui accueille et reçoit tous les Camerounais de quelque bord que ce soit politique, religieux ou ethnique. Il n'a pas de différence à faire à partir du moment où on est Camerounais. Monsieur Etoga, dans cette ambiance un peu de terreur, l'ambassadeur a été touché, a été atteint, le corps diplomatique a mis un genou par terre. Comment pouvez-vous analyser cette situation? Vous savez, si j'ai lu le communiqué de l'ambassade, je dois déjà laisser toute ma compassion à l'ambassadeur qui se fait bousculer physiquement par ses enfants. Et c'est une éducation qu'on peut dire que nos parents ont ratée. On est en train de payer un lourd tribut. Si nos parents sont bousculés par les enfants, c'est
à se questionner si l'éducation a pris en termes de malhonnêteté. L'ayant dit, vous me posez la question, ce qu'il faille faire. Je suis peut-être buté quant à l'idée d'apporter une quelconque solution si mon parent lui-même n'a pas cru bon que depuis 2018, il fallait adresser cette problématique qui se voulait plutôt poignante. Si la méthode qu'ils ont choisie jusqu'ici, malgré le fait que le- l'ambassadeur chevronné, que l'ambassadeur Evina Abe apporte à toute la communauté camerounaise, mais il arrive aujourd'hui qu'il s'est fait traîner par la jeunesse qui sollicitera son aide d'ici demain ou après-demain. On est en droit de s'interroger quant à la réflexion que nous apportons à nos actions. On est en droit de s'interroger sur euh, la pertinence même de nos agissements quand nous sommes à l'étranger. On est en droit de s'interroger sur la qualité du Camerounais que nous voulons être. Ce Camerounais-là qui voit en l'autre un problème, c'est à s'interroger si nos parents nous l'ont appris ou bien nous l'avons conquis ou alors appris au contact de la culture des autres pays. Euh, je dois aussi dire que le Cameroun essaye, par ce qu'on observe, de vivre dans un vase clos. Or, c'est nos professeurs qui nous rappellent qu'on ne saurait vivre dans un vase clos. Il y a les conventions de Vienne qui ont été signées, il y a toute une pléthore d'arsenal juridique qu'on pourrait utiliser pour mettre en, en mal ces personnes qui attaquent l'autorité de l'État. Mais depuis 2018, le président de la République lui-même a été attaqué. Les institutions n'ont rien fait. Qui est un ambassadeur face à un président de le communiqué émis par l'ambassade du Cameroun en Belgique, donne la lecture, la ligne qu'ils vont essayer de porter tout simplement dans le pardon messianique. C'est-à-dire, vous pouvez bousculer, tabasser, tout ce que vous voulez. L'État va prendre sur lui et va accepter que ses enfants se fassent fouetter. Et ce message envoyé à la base, je ne pense pas que cela vous garantit, moi, pauvre citoyen que je suis, de continuer à parler, de continuer. Puisqu'ils ont attaqué ma personne, moi-même en tant que journaliste, et on connaît la protection juridique dont bénéficie un journaliste en fonction. Il faut le dire, ils ont cassé votre matériel de travail, il faut le rappeler. Et donc, qu'est-ce que vous voulez? Aujourd'hui, le communiqué est sorti, les menaces qui viennent sans toutefois notifier nommément les personnes qui sont identifiées depuis 2018, mais on n'a pas de suite. Et il faut le rappeler que l'ambassade du Cameroun en Belgique a été condamnée parce qu'ils avaient intenté un procès contre ceux qui étaient entrés dans l'ambassade même, mais ils ont perdu le procès. Et donc on s'interroge, où est l'État? L'État est dans la rue. On se souvient de ce militaire qui a été décoiffé par un membre de la BAS. Toujours la terreur. Mais qui serons-nous si les ambassadeurs sont déjà molestés? Le président lui-même attaqué dans son intimité. Où allons-nous? On s'interroge, où est l'État? Le ministère des Affaires extérieures du Cameroun a fait appel à l'ambassadeur du Cameroun, l'ambassadeur de Bruxelles, de Belgique au Cameroun. Est-ce que ce n'est pas un début d'une résolution poignante? Non, je ne pense pas. Les résolutions poignantes viendraient. Vous savez, quand vous avez un enfant qui est dans la déroute, vous cherchez des solutions drastiques. Ne cherchez pas le saupoudrage diplomatique pour montrer qu'on existe diplomatiquement. Ici, ce qu'ils nous essayent de nous montrer, c'est qu'on a convoqué l'ambassadeur de Belgique. On l'a convoqué, on l'a sommé de venir s'expliquer qu'est-ce qui se passe en Belgique. Que non, c'est pas ça que nous attendons. Nous attendons des résolutions fortes, des plaintes qui vont
à l'endroit, à l'adresse de ces personnes qui fragilisent l'autorité de l'État. S'il n'y a plus l'autorité de l'État, nous sommes dans ce que certains appelleraient l'anarchie. Et dans l'anarchie, bien qu'il y ait de l'ordre, mais sauf que c'est la loi du plus fort. Et si nous sommes tombés dans la loi du plus fort parce que ce qu'on nous oppose, c'est la violence, moi qui ne suis pas fort, où est-ce que je vais vivre? Moi qui garantis mon existence dans un État démocratique, je me retrouve dans une sphère, dans un espace géographique où c'est la terreur, c'est la violence, c'est la négation de ma propre liberté pour assurer mon existence qui est en vogue. De ce point de vue-là, je doute fort que l'existence de l'État Cameroun continue. Et donc, l'ambassadeur aujourd'hui a été attaqué physiquement parce qu'on ne veut pas voir son idée idéologique se déployer, bien qu'il soit dans l'exercice de ses fonctions. Vous voyez bien que dans la négation de l'exercice de ses fonctions, on a nié l'existence de l'État. L'existence du représentant, du président de la République en Belgique a été traînée dans la boue. Que faire? Allons-nous continuer à nous regarder droit dans les yeux et se dire que le Cameroun doit continuer dans cette voie-là et que les enfants du Cameroun peuvent s'amuser avec l'autorité de l'État et que rien ne s'en suive? Je doute fort que si on arrive dans ce climat ambiant pour les prochaines élections, je doute fort que même dans la diaspora, le sang va couler. Même dans la diaspora, le sang est déjà en train de couler. On va perdre des vies dans la diaspora. Ça ne sera plus des blessures, ça sera la perte en vie humaine. Parce que la pertinence dans le débat démocratique n'est plus ce qui est à l'ordre du jour, mais c'est plutôt nier, toi, ton argument politique. Il est à noter aussi que nous sommes sur des territoires européens, nous ne sommes pas sur le territoire camerounais. Donc, il sera fort difficile d'attaquer un citoyen ne sachant pas réellement s'il est belge ou camerounais ou les belgo-camerounais. Est-ce qu'on n'a pas cassé votre... Oui, tout à fait. Tout à fait. Mais les poursuites s'en suivront et le nécessaire sera fait à ce niveau-là. J'ai bien envie que le nécessaire soit fait, mais depuis 2018 jusqu'à nos jours, il y a une tentative de nécessaire, mais on n'a pas eu de suite favorable. On a plutôt condamné l'autorité de l'État. Je suis en droit de m'interroger. Est-ce que je vais continuer à parler comme je le fais sur votre magnifique chaîne et continuer à rentrer chez moi sans toutefois être menacé, invectivé, enfariné? Tout ça, ce sont des actes de violence qui poussent à fermer la bouche de son contradicteur. Or, dans un État démocratique, c'est venir s'asseoir à Belgoca main ouverte. Venez vous asseoir, discutons, parlons, argumentons. Nous sommes allés à l'école pour ça. Nous ne sommes pas des sauvageons qui estiment que nous devons rester dans des camisoles et nous devons lancer des projectiles pour taire l'opposition. Or, pour taire l'opposition, il faut avoir des arguments convaincants. Si j'affirme que le président de la République est celui-là qui garantit la sécurité au niveau du Cameroun, j'ai des arguments pour. Mais si toi, tu estimes que je suis plutôt un affidé du régime, ça, ce sont tes arguments. Ce pas des arguments convaincants, c'est juste des attaques abdominales. Et donc, qui n'apportent en rien la pertinence de tes idées. Or, moi, j'ai quelques arguments pour montrer que, avec le président de la République, l'État du Cameroun est fort militairement. J'ai des arguments. Mais il faut venir à la rencontre des journalistes comme vous, non pas vous bâillonner, mais plutôt vous consulter pour construire une idée du Cameroun qui se voudra plutôt mutuelle. Parce que je prendrai naturellement de vos idées pour améliorer, moi, ma perception du Cameroun que j'ai. Mais si en face, il y a plutôt de la violence, la résistance, elle est toute faite, je me rétracte avec mes idées et je consolide mes idées sur ces positions que j'ai. Et donc, je pense que les événements que nous avons vécus ces derniers temps essayeront, n'est-ce pas, de mettre en lumière, non pas des personnes de première main, en termes de renseignements sur ce qui se passe véritablement au niveau de la diaspora. Je pense que le rapport que un ambassadeur pourra faire et qui pourra être archivé pour cette période historique quand on va analyser les agissements de la base et sa portée sur le devenir en termes
de recherche de la souveraineté de l'État Cameroun. Qu'est-ce que la BAS a apporté dans ce sens-là? Les archives telles que ce que l'ambassadeur du Cameroun va essayer de faire, les archives du ministre Moulouna Fosso, les vidéos qui ont été tournées seront consultées. Et on verra si ils ont fragilisé plutôt l'État, ou alors ils ont conforté l'autorité de l'État. Mais en l'État, à l'heure actuelle, on peut s'affirmer et dire qu'ils ont fragilisé l'autorité de l'État pour un but qu'ils sont en train de rechercher, le chassement. C'est ici que s'achève cette analyse sur les agissements de la BAS commis en Belgique, à Bruxelles, lors de la visite du ministre de la Jeunesse, Moulouna Fosso, à qui nous envoyons nos sincères salutations et un profond rétablissement moral par rapport à ce suivi psychologique. Suivi psychologique, comme il a dit lui-même, le réarmement moral. Et on adresse ce réarmement moral afin qu'il puisse reprendre ses fonctions et établir notamment son rapport. Mais nous annonçons déjà que nous allons publier dans cette chaîne même le vécu et le séjour du ministre Moulouna Fosso à Bruxelles, ce qu'il est réellement venu faire en visite officielle. Merci de nous avoir suivis.